Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Christine Barr et Alice Pfeiffer pour notre 28e long format « Le vêtement est-il un outil de rébellion ?» Vous le sentez peut-être, le temps est plus que jamais à la rébellion, à la contestation. C'est ce qui nous a notamment permis d'emporter une victoire inespérée grâce à la force du collectif à gauche face à la menace de l'extrême droite ce week-end. Depuis de nombreuses années, on constate un durcissement politique, en France et ailleurs, auquel on répond justement par des manifestations, des révoltes digitales comme dans la vraie vie, des interpellations sur les enjeux locaux et géopolitiques, avec une popularisation depuis une bonne décennie des causes féministes, antiracistes, LGBTQIA+, etc. Bref, le temps est aux tensions oppressives et aux répliques libératrices. Mais quel rapport avec la mode ? Dans Couture apparente, on parle beaucoup du fait que cette industrie, et le vêtement en général, permet d'asseoir des normes, souvent discriminantes. Et c'est une part de la réalité. Mais quand même, le vêtement et les esthétiques sont aussi de puissants outils pour passer des valeurs, des attitudes et des messages qui disruptent les conventions. Et c'est à cette merveilleuse capacité que je veux rendre hommage dans l'épisode. D'autant que plus que jamais, nous avons besoin de nous mobiliser aujourd'hui. L'idée de ce thème m'est venue par une actu qui me faisait bondir. Le fait que l'ancien gouvernement ait cherché à imposer l'uniforme scolaire à la jeunesse, de la maternelle au lycée, avec une expérimentation qui devrait démarrer en septembre. Quoiqu'aujourd'hui, ça n'est pas sûr. Mais c'est tout de même intéressant à creuser. Ce désir de contrôler la jeunesse et son apparence m'a rappelé les remarques qu'on m'a posées régulièrement à l'adolescence sur mes tenues et que je reçois encore aujourd'hui, et à quel point elles sont révélatrices de la panique qui saisit les puissants quand un groupe discriminé, les jeunes, les femmes, les personnes racisées ou queer, reprend une forme de pouvoir sur son look. Bien sûr, cet épisode n'a pas pour but d'être exhaustif et de lister tous les exemples de l'histoire où le vêtement a servi à se rebeller, d'autant plus que nos deux géniales invitées sont toutes les deux spécialistes des questions de genre, qui vont donc occuper une place importante. Mais il va démontrer à quel point, hier comme aujourd'hui, la mode peut être un outil de contestation sociale, et va peut-être, je l'espère, vous inspirer à l'utiliser comme tel. Pour aborder ce sujet aussi vaste que nécessaire, j'ai eu le plaisir d'échanger avec deux femmes qui étudient le vêtement et ses fonctions sous toutes les coutures. Notre première invitée est Christine Barr, historienne des féminismes, qui a notamment travaillé sur les fonctions du pantalon et de la jupe. Elle en a tiré de nombreux supports, dont les livres Une histoire politique du pantalon et Ce que soulève la jupe. Avant de nous plonger dans ses recherches, elle nous raconte pourquoi le vêtement lui a semblé être un objet d'étude important. Le vêtement m'intéresse parce que c'est un objet social total, comme l'avait écrit il y a déjà pas mal de temps Nicole Pellegrin, une historienne du vêtement que j'admire beaucoup, que j'ai beaucoup lu. Donc on peut associer toutes sortes de types d'histoires, histoire culturelle, histoire des représentations, histoire économique et histoire du quotidien, histoire des élites, prendre en compte évidemment les classes sociales et d'autres variables sociales. Moi, ce qui m'intéressait tout particulièrement, c'était la dimension d'histoire politique, au sens où le genre est politique et le vêtement contribue tellement à façonner le genre que voilà, j'ai ressenti, moi qui venais de l'histoire des féminismes, le vêtement comme une façon de décoder autrement le système de genre et de montrer comment des résistances avaient pu s'organiser et des transformations avaient pu se faire et les limites aussi de ces transformations. Donc ce que j'aime, c'est l'ouverture, en fait, de ce sujet et j'aime beaucoup aussi le fait que ça parle à tout le monde et que c'est pas pour moi un sujet, élitiste, quand on peut en parler avec des enfants, avec des personnes, de toute culture, ça fonctionne tout de suite et ça, c'est génial parce que ça peut nous permettre d'établir facilement une communication.
Notre second invité partage la passion de Christine pour la dimension politique du vêtement. Alice Pfeiffer est journaliste de mode, autrice et sociologue. Elle a publié les livres Je ne suis pas parisienne et Le goût du moche, clairement l'une de mes lectures favorites, qui analyse l'impact du goût et de son capital culturel et comment il nous situe dans le tissu social. Le vêtement est un sujet majeur pour décrypter les enjeux sociaux et pourtant, il n'est pas toujours reconnu comme tel. Ce contre quoi Alice se positionne fermement. J'ai fait un master en gender studies il y a tellement d'années et à l'intérieur duquel, en fait, ce qui était marrant, c'est qu'on était beaucoup plus lissé et policé qu'on le croyait. Donc il y avait des bons sujets, des mauvais sujets et les mauvais sujets, c'était typiquement la mode, tous les sujets frivoles, d'apparat, la question de l'objectification, le choix de l'objectification était absolument tabou. Moi, je pense pas qu'il y ait et je le pensais pas à l'époque et je continue toujours pas de penser qu'il y ait de petites discussions. Je pense pas que les discussions de bonnes femmes existent vraiment ou que ce soit des mauvaises discussions. Je sais pas ce que c'est. Je pense pas que les ragots, les gossips ou les tips cheveux soient secondaires à des discussions politiques. Et je pense que c'est au contraire des espaces et des moments à prendre très au sérieux entre les femmes, entre toutes les personnes d'ailleurs. Le rapport qu'on a à son corps, la présentation qu'on en fait, l'agencement qu'on fait de son apparence physique sont des choses absolument clés dans la mesure où tout le monde est perçu. Tout le monde reçoit un regard qu'il intériorise, les hommes aussi d'ailleurs. À toi de travailler un vernis externe qui ne changera absolument pas les trois quarts des oppressions que tu subis. Par contre, c'est une toute petite marge de manipulation que tu peux avoir sur ce que tu génères de l'image qu'on se fait de toi. Donc, non, moi je voulais faire Fashion and Gender Studies et de se dire, tiens, les vêtements dans les luttes, les vêtements queer, les vêtements des femmes, les vêtements des féminités. Les vêtements des féminités lesbiennes, dites femmes, m'intéressaient aussi beaucoup. Quelque chose qui, à l'époque, ne plaisait pas tant que ça, mais c'est pourquoi faire le choix du féminin si on est sorti de l'hétérosexualité. Si on est dans des rapports queer, pourquoi continuer à faire un choix de ce qui ressemble à l'objectification? Pourquoi en jouer? Pourquoi est-ce qu'on continuerait d'y prendre plaisir? Et je continue de trouver que c'est vraiment très rigolo de se faire des bouclettes tous les jours et mettre du mascara que je me suis mis il y a quelques minutes. Donc non, c'est reprendre plaisir à des questions du féminin et voir qu'il y a des choses politiques dedans aussi. Comme l'ont très bien expliqué nos invités, le vêtement est tout à fait capable de porter des contestations, et ce, depuis plusieurs siècles. C'est parti pour une histoire historique de la mode en tant qu'outil de révolte. Pour commencer, Christine nous parle de l'une de ses spécialités et de ses capacités pro-féministes, le pantalon. Alors évidemment, le pantalon, c'est pour moi quelque chose de majeur. J'ai écrit une histoire politique du pantalon et j'y ai réfléchi pendant des années et je n'en démords pas. C'est vraiment essentiel, que les femmes aient pu accéder dans les sociétés occidentales aux privilèges, du vêtement fermé, des dessous déjà fermés et puis ensuite, des pantalons et qu'il y ait pu, y avoir une sorte de processus de masculinisation du vêtement féminin, puisque ça a été perçu comme ça et décrié, de cette façon-là. Donc que le pantalon puisse devenir un vêtement mixte et en passant par quelles étapes? Le pantalon encore très marginal, au 19e siècle, porté par des artistes, par, différentes catégories de femmes, y compris des femmes qui veulent voyager, des travailleuses, donc dans différents milieux, jusqu'à la politisation vraiment par des féministes du pantalon. Alors avec des étapes, c'est un petit peu long parce qu'on peut faire remonter cette histoire-là à la Révolution française. Quand le pantalon prend une nouvelle signification plus politique, quand il se généralise pour les hommes et qu'a lieu cette grande renonciation des hommes à la parure. Donc ça, c'est vraiment fondamental. À ce moment-là, le pantalon porte les nouvelles valeurs de fraternité et d'égalité entre hommes et les femmes sont exclues de ces nouvelles valeurs portées par, la bourgeoisie. Donc il n'y a pas de grande renonciation à la parure pour les femmes. Ça, c'est vraiment, très, très important de le comprendre. Ça reste assez vrai aujourd'hui. Les hommes ne sont pas sortis de ce régime vestimentaire, bourgeois, austère, l'uniforme, moins de couleurs, et cetera, la rigidité. Les hommes n'en sont pas vraiment sortis et les femmes n'ont toujours pas accompli vraiment cette grande renonciation, à la parure. Alors ça prendra peut-être, une autre forme, mais voilà. Est-ce qu'on peut penser le vêtement en termes d'égalité? Parce qu'en termes de liberté, là aussi, c'est un autre fil à tirer, puisque la liberté vestimentaire des femmes a toujours été bridée, avec notamment l'ordonnance de la préfecture de police de 1800 qui interdit aux femmes de s'habiller en homme, qui a été officiellement rejetée, disons, en 2013, quand Najat Vallaud-Belkacem a dit que cette ordonnance n'était plus qu'une pièce d'archive.
Donc là, il y avait un fil intéressant à tirer sur, la liberté vestimentaire. Voilà, donc liberté, égalité, les résistances et pourquoi il faut attendre jusqu'aux années 60, en fait, 1960 pour que les femmes, adoptent le pantalon comme le vêtement le plus quotidien, le plus pratique. Alors, moi, ce qui m'a fascinée dans cette histoire, c'est quand même que la crainte de voir les femmes porter le pantalon a préexisté au port des subversif du pantalon par les femmes. Donc, il y a eu comme un antiféminisme préventif pendant la Révolution et après. Et en particulier, à chaque fois qu'il y avait un mouvement très fort d'émancipation des femmes à l'occasion des révolutions. Donc, Révolution française, 1830, 1848 en France. Donc, il faut déjà poser ça. Ensuite, le rôle des États-Unis dans cette histoire-là est très important. Le féminisme aux États-Unis commence à s'organiser très bien en 1848 et peu après, Amelia Bloomer, une féministe de New York, invente le pantalon féministe qui va porter son nom, le bloomer, qui est porté en dessous d'une tunique et qui est très bouffant, un petit peu à l'orientale. Et ça fait scandale. Et à ce moment-là, il y a une association qui se fait entre féminisme, émancipation des femmes, très subversive, très radicale, et port du pantalon. Et ça inspire beaucoup de caricaturistes dans le monde entier. Donc là, il y a quelque chose qui ridiculise la cause féministe associée à la réforme vestimentaire. Parce que la réforme vestimentaire est quand même une des dimensions hein, du féminisme au 19e siècle. Donc il y a ce semi-échec du bloomer, qui va devenir un vêtement, de sport en fait, porté par les jeunes filles, notamment, dans un cadre d'activité, physique et sportive, jusqu'au XXe siècle, hein. Je crois que dans les années 1950-1960, on parle encore de bloomer pour certains types de shorts un peu amples. Donc fémage à Amelia, Bloomer, hein. L'invention a compté et puis après il y a différentes étapes dans la légitimation progressive du pantalon pour les femmes. Mais il faut bien comprendre que c'était perçu comme quelque chose d'indécent, de ridicule, d'atrocement masculinisant. Et donc, il y avait un préjugé esthétique qu'il a fallu vaincre. Et là interviennent les actrices bisexuelles d'Hollywood qui, par goût, portent à la ville et parfois pour leurs films des tenues, par exemple des smokings avec pantalon donc, et Marlène Dietrich en 1932-1933 est photographiée quand elle vient en France parce qu'elle s'achète ses smokings à Paris et la presse ricane un peu en disant: «Est-ce que la police va oser arrêter la grande Marlène Dietrich?» Il y a un début de glamourisation en fait du pantalon et puis une démonstration qui est faite que le pantalon pourrait peut-être se décliner au féminin et être moins masculinisant que ce qu'on dit habituellement. Et de fait, oui, les femmes ne vont pas porter par la suite exactement les mêmes pantalons que les hommes. Un autre outil, plus ambivalent, mais tout de même très marquant, est la jupe. Pour moi, le vêtement qui symbolise l'égalité, c'est vraiment le pantalon. En revanche, la jupe, symbolise, peut-être la liberté quand cette jupe est très courte ou, peut-être quand les jupes sont courtes, d'en porter une longue. Mais la jupe reste quand même le vêtement qui a été imposé aux femmes. Donc, comment faire d'un vêtement qui a été imposé un symbole de liberté? C'est ça l'enjeu, donc ça va plutôt jouer sur la forme et sur la taille. Et la forme, la dimension de la jupe, il y a des jupes qui sont vraiment symboles de l'oppression des femmes. Des jupes, crayons, par exemple, qui obligent les femmes à faire des tout petits pas ou les jupes traînantes qui sont cause, d'accidents dénoncés au 19e siècle, hein, déjà. Ça manque d'hygiène, c'est inconfortable, il y a même des accidents liés à ces jupes très amples, par exemple. C'est un instrument d'oppression, c'est un vêtement imposé, mais au XXe siècle, le vêtement commence à être resignifié, notamment la mini-jupe. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le succès massif du pantalon dans les années 1960 coïncide avec le succès de la mini-jupe et que les 2 vêtements vont symboliser la liberté sexuelle des femmes. Donc c'est assez troublant. Il faut bien l'entendre et mesurer que ce qui est subversif, dans la jupe courte évidemment, c'est le recul de la pudeur. Le fait que les femmes puissent, comme jamais auparavant, sauf avec le short sportif, mais montrer leurs jambes. Donc c'est le dévoilement comme, processus, d'émancipation.
Alors là, on peut être, évidemment dubitative en se disant: «Oui, mais la jupe courte crée énormément de contraintes corporelles, serrer les genoux, serrer les jambes, mettre des collants opaques ou alors être, bronzé quand la mode est au bronzage et qu'avoir la peau très blanche, par exemple, est quelque chose qui n'est pas montrable». Enfin, il faut avoir le corps de mode pour porter une jupe courte, sans s'exposer en tout cas à des critiques, des jugements, négatifs. Bon là, on parle des normes du milieu de la mode, évidemment. Et le recul, ouais, parce que le recul de la pudeur, enfin moi j'ai réfléchi aux vêtements avec ces 3 fonctions: parure, pudeur, protection. Je pense que ça aide bien à cadrer les choses et que ces 3 fonctions, elles sont genrées. C'est-à-dire que pour les hommes et pour les femmes, il y a des dosages différents de parure, de pudeur et de protection. Le vêtement masculin est beaucoup plus protecteur que le vêtement féminin. Pour la parure, il y a une hypertrophie de la parure, chez les femmes qui est problématique et peut-être un déficit de parure chez les hommes qui les rend jaloux de la parure féminine, comme disait John Carl Flügel déjà dans les années, 1930. C'est un problème, hein, d'envie, de jalousie à l'égard du droit des femmes à porter des dentelles, des couleurs, à montrer, à mettre en valeur, éventuellement leur corps, à dénuder certaines parties de leur corps et la pudeur, alors il y a de la pudeur dans le vêtement, masculin, hein. Le corps masculin est assez caché, mais on sait que la pudeur est quand même quelque chose de très sexualisé et vise à contrôler, le corps, féminin. Il y a quand même un héritage religieux là, très, très fort et donc pour les femmes, il y a cette injonction contradictoire au voilement et au dévoilement. Donc ce n'est pas simple. Les 3 fonctions se déclinent donc différemment pour les hommes et pour les femmes et ce qui va faire, évoluer le vêtement dans un sens plus émancipateur, c'est d'être capable de contester ces dosages et peut-être de viser pour certaines un vêtement dégenré, la mixité des vêtements. Si on prend l'égalité pour la jupe, ce serait quoi? Bah, ce serait la jupe pour homme. Donc comment légitimer ce vêtement pour, les hommes? On voit bien à quel point ça résiste. Il y a des propositions de robes et de jupes pour hommes depuis les années 1970, depuis Jacques Esterel, avant Gautier. Ça résiste beaucoup, donc ça montre à quel point c'est important. Ce que je trouve fascinant avec la jupe, c'est son potentiel qui va dans toutes les directions. Niveau oppression, effectivement, l'exemple de la jupe crayon est criant. Elle est vraiment inconfortable et également l'incarnation d'un féminisme très capitaliste où les femmes sont valorisées en tant qu'agents de structures d'entreprise qui sont de toute façon sexualisées. Pour son côté émancipateur, on y reviendra tout à l'heure. On continue notre exploration historique avec une liste d'exemples livrés par Alice, qui illustre surtout l'importance que revêtent les vêtements dans les révoltes sociales, autant pour leur donner une esthétique historique et reconnaissable qu'une façon de se rallier pour les mouvements. On parlait de vêtements qui ont traversé le temps et qui ont traversé les cultures et qui ont habillé beaucoup de têtes et beaucoup de genres différents. Je pense au béret et aux vêtements militaires des Black Panthers, qui a été aussi le béret de Che Guevara. Et c'est un chapeau qui est versatile, qui peut militariser certains looks dans le but de parler d'une contre-force, d'un contre-pouvoir, d'un renversement. Il y a eu les vêtements blancs des suffragettes, qu'elles décoraient avec des couleurs qui avaient des symboles particuliers, que ce soit le vert, le violet. Dans les années 60, il y a eu donc droit de liberté sexuelle, il y a eu toutes les demandes sexuelles, en plus de toutes les demandes passées au moment de mai 68, mais surtout, oui, pendant mai 68, il y a eu le soutien-gorge brûlé, il y a eu les mini-jupes qui aussi racontaient un nouvel accès et une liberté à sa sexualité. Qu'est-ce qu'un corps qui prend pour théâtre la rue vient raconter sur les luttes qu'il raconte et qu'il défend? Qu'est-ce que c'est des seins apparents? Qu'est-ce que c'est de la nudité? Qu'est-ce que c'est des cheveux coupés? Des corps avec des inscriptions dessus? C'est de se dire que si, de toute façon, toute gestuelle est performance et que tout corps est un corps, finalement un corps et un sujet et un objet public, qu'est-ce que ça fait de le rendre, le mettre en mouvement, le photographier, le prendre comme mise en scène, de savoir qu'il va être pris en photo par des photographes, des paparazzis, de jouer avec ça, de faire du tapis rouge un espace de contestation aussi. En fait, il n'y a pas eu de lutte où le vêtement n'a pas été pris en compte. C'est des moments visuels, en fait, les manifestations. C'est des moments de soulèvement qui sont documentés et c'est des vrais moments d'action sociale et d'action militante. En fait, les manifestations ponctuent l'histoire, documentent l'histoire et racontent enfin une voix au peuple. Et surtout, la France est un pays de révolution. Donc, on a une mémoire révolutionnaire qui continue de répondre et c'est très important de se dire que les photos changent, la documentation change. C'est des images qui marquent les livres d'histoire et de se dire comment on va, à quelle lutte, raconter quoi, et comment on se drape pour raconter autre chose que juste ce qui nous est assigné à la naissance, quoi. Je pense que c'est un uniforme, je pense que c'est une façon de se reconnaître entre soi, c'est une façon de dévier de ce qui est attendu. Tiens, c'est une femme
mais elle porte ci ou ça. C'est le décalage entre ce que tu vois et ce que tu portes. C'est des codes couleurs qui peuvent rappeler des drapeaux, des pays, des causes, des moments historiques. Donc c'est des canevas et c'est tout un univers symbolique qui est super et c'est un inconscient collectif qui est mobilisé pour rappeler, tiens, c'est le violet de telle lutte, c'est le rose et le bleu de tel drapeau. Non, je pense que c'est des moments très beaux et c'est des cartes postales vivantes que je trouve extrêmement puissantes. Explorons un autre exemple historique, cette fois bien précis. J'ai eu envie de parler de la culture vestimentaire punk avec Alice, qui a passé une partie de sa jeunesse en Angleterre. Et justement, en plus de ça, elle a discuté avec une fashion queen du punk, l'une des rares designers réellement politisés dans l'histoire de la mode, Vivienne Westwood. Elle m'avait dit, si t'as compris quoi que ce soit à mes vêtements, tu ne les achètes pas. Comment elle avait dit? Choose well, make it last, repair, un truc comme ça. Non, pour elle, t'as des bases solides que t'agences intelligemment. Tu deviens extrêmement bon en stylisme, tu fais des choses extrêmement créatives avec tes fringues, tu les répares. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a rendu la question écologique sexy, en réalité. C'est-à-dire qu'elle, c'était un modèle complètement circulaire, où rien n'était jeté, tout était réagencé. Une épingle à nourrice pouvait devenir un ornement, qui allait réparer quelque chose par la suite. Tout circulait, tout était réparé. En tout cas, il y avait une proximité des questions écologiques, des questions BDSM, donc des questions de sexe et de consentement, des questions de normes de genre, des questions queer, des vraies questions de centrer nos énervements et nos colères sur des vraies questions politiques. Elle s'était dit, concentrons nos colères sur des vrais démantèlements. Et le reste, ça peut être du jeu, ça peut être de l'habillement, ça peut être de la rébellion. Ça peut être extrêmement mignon quand on est très très en colère. Et puis c'était une métaphore géante, c'est vraiment prendre les vêtements de la reine d'Angleterre et de mettre un gros coup de ciseau et les faire tenir avec une épingle à nourrice. C'est quand même les vêtements de la royauté qu'elle est venue déconstruire. Donc elle parlait de ça et surtout, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une pensée complète pour moi où, encore une fois, circulation et circulation, recyclage, réparation, discussion, médiation, c'est des choses qui peuvent aller ensemble. D'une certaine manière, le vêtement en tant qu'outil de révolte est extrêmement paradoxal, car Alice m'a fait remarquer un élément. Le fondement même du mot mode et le développement de l'industrie sont basés sur une vision extrêmement normée et oppressive, car raciste et colonialiste. Pour réfléchir à cet enjeu à l'époque moderne, je vous conseille nos formats longs numéros 24 et 5. Le mot mode vient du mot modernité et il est venu désigner simultanément une industrialisation des pratiques de mode et une expansion coloniale. Et en fait, la mode est aussi venue figer le restant du monde dans folklore, costume. Et il n'y aurait donc que l'Occident qui avance, qui bouge, qui se modernise, qui joue avec ses vêtements comme s'il n'y avait aucun travail stylistique sur le restant de la planète hormis en Occident, qu'on serait les seuls modasses. C'est pas vrai, les modasses sont absolument mondiales. L'idée même de mode découle d'une pensée coloniale. Donc je pense pas du tout que mode ce soit le truc. Par contre, jeu avec le vêtement, voilement, dévoilement, stratégique au moment de lutte et de révolte et de manifestation, c'est essentiel. Mode, c'est vraiment ça, c'est tardif en fait. C'était pour dire l'autre est en folklore et nous sommes modernes. Non, l'autre aussi il est moderne, c'est la même année, désolé. Ouais. Non, je crois que c'est la même époque pour tout le monde. Se vêtir et l'ornement, c'est absolument pas que l'Occident, c'est partout. Donc ouais, c'est la malhonnêteté, elle vient de là quoi. Avant de passer à la troisième partie de cet épisode, j'aimerais revenir sur un accessoire historiquement révolté que l'on retrouve en masse aujourd'hui, le kéfier. Ce tissu ancestral, utilisé au départ par les paysans dans plusieurs pays arabes, a une origine encore débattue. Il se reconnaît à ses beaux motifs tressés. C'est un vêtement esthétique et utilitaire qui devient un symbole de la lutte palestinienne en 1936. Son utilisation est renforcée en 1967 quand le drapeau palestinien est interdit et répandu à l'international lorsque des personnalités l'abordent. De par son origine paysanne, il évoque notamment la question de la terre et de sa possession. Comme l'indique également Bella Hadid, les motifs maillés du kéfier symbolisent également les mailles des filets de pêche, mis en lien avec la relation entre le pêcheur palestinien et la mer. Et cet aspect historique vient se prolonger dans notre époque actuelle. Depuis le génocide en cours à Gaza, le kéfier a massivement fait son retour dans l'espace public, dans les manifestations, comme dans les tenues de tous les jours. Je vois souvent des jeunes, pleins et pleines de fierté, des personnes âgées et des enfants emportés. D'ailleurs, sa dimension politique forte fait qu'il est réprimé par les forces réactionnaires. Ainsi, fin mai, une jeune femme s'est faite verbaliser par un officier de police car elle portait un kéfier, ce qui était, selon lui, la preuve qu'elle aurait participé à une manifestation interdite. Cette discrimination flagrante et cette absence concrète de preuves rendent évidemment cette pénalisation illégale. Mais bon, ça n'est pas souvent ça qui arrête la police. Quoi qu'il en soit, le kéfier est l'une des nombreuses preuves que l'histoire révoltée de la mode se poursuit aujourd'hui. On le voit bien, ça ne date pas d'hier que le vêtement sert à se rebeller. Et cette capacité ne faiblit pas en 2024. J'ai donc demandé à mes invités de me parler d'exemples frappants
qui illustre cette subversion à notre époque. Pour Christine, une avancée des points de vue queer et féministes est le fait de sortir les vêtements de la binarité. Mais justement, elle considère qu'on n'y est pas encore. Je vais peut-être pas répondre vraiment à cette question. J'attends encore le vêtement révolutionnaire. Je pense qu'il n'existe pas encore, qu'on est encore coincé dans un système de genre, binaire et que le neutre, surtout peut-être dans le contexte français et dans notre histoire culturelle, le neutre est difficile à inventer, alors même que des personnes désormais se revendiquent non binaires et que la notion de non-binarité, progresse dans la société. La transidentité est aussi un challenge parce qu'elle n'est plus vécue de la même manière, qu'autrefois et donc ça crée de la fluidité dans l'expression esthétique, du genre. Qu'est-ce que ça va donner? Pour le moment, je vois plutôt un affichage. On dit que tel vêtement est non binaire, que tel vêtement est neutre, ou que telle boutique est non binaire, ou que telle marque fabrique du non binaire, mais ça me paraît plus déclaratif qu'effectif dans les propositions vestimentaires. Je suis pas encore, tellement convaincue, mais je ne connais peut-être pas assez la question. Je me fonde sur, des impressions. Peut-être que ce n'est pas assez travaillé, mais je pense que c'est très difficile de sortir du système binaire. On voit bien les difficultés de la jupe, pour hommes, donc disons que là, pour le moment, je vois plutôt les limites des transgressions les plus récentes. Par exemple, des marques de jupes pour hommes qui vont, viriliser à l'extrême, l'accessoirisation et à travers les mots pour décrire les vêtements, vont, ramener aussi beaucoup de masculin. À travers les images, un peu un vocabulaire, militaire, où vraiment ils vont aller chercher des imaginaires du sport, de l'armée et cetera pour, dire: «Non, non, rassurez-vous, vous pouvez porter ce genre de jupe sans passer pour, un homme efféminé, en fait». Donc on en est encore un peu là. Ça pourrait aussi, très bien reculer. Je pense par exemple au gagnant de l'Eurovision, 2024 qui est non binaire et qui était habillé avec, une jupe et un blouson, rose. Il y a eu des réactions très violentes, par rapport à ses apparences et à son identité non binaire. Donc on sait que la société est quand même très clivée sur ces sujets-là, donc personne ne peut, prédire, l'avenir. En tout cas, on n'a jamais été aussi loin pour le moment dans un effort qui tendrait vers le neutre, et la non-binarité. On espère que la mode continuera à développer ce champ essentiel, et on en avait d'ailleurs parlé dans notre épisode 9, que je vous invite à écouter. Nous allons d'ailleurs passer à une approche qui n'est pas du tout incompatible, mais très différente, en examinant avec Alice la capacité de subversivité des esthétiques dites femmes. C'est un mot provenant des communautés lesbiennes et queer pour désigner les personnes utilisant des looks correspondant à une esthétique dite féminine et très ornementale. Pour Alice, c'est une révolte au niveau esthétique, mais aussi pratique, car ça rejette une approche très productiviste et calculée qui correspond à une vision néolibérale de s'habiller. Elle nous en dit plus. Si on doit parler des identités femmes, qui est ma passion, je pense que ce qui est intéressant, parce que tu vois, le moment Matrix en artisanat, typiquement, c'est l'opposition fonctionnelle versus ornementale. Donc masculin, féminin. Ce qui est un non-sens total, parce que le fonctionnel est un champ esthétique. Pratique, c'est la coquetterie de l'homme. Et de l'autre côté, l'ornemental serait le féminin, serait l'inutile. Sauf que c'est tout sauf inutile. Et c'est tout sauf frivole, ça a des fonctions symboliques extrêmement précises, ce n'est jamais choisi au hasard, c'est pour signifier des trucs très très importants sur soi. Donc l'idée que l'homme est dans la fonction, la femme est dans l'ornement, alors que l'homme s'est déguisé en aventurier et la femme est extrêmement précise avec ce qu'elle veut dire sur elle, c'est une fausse dichotomie. Et surtout que, au-delà de ça, le truc terrible, ce serait le plaisir pris à la fringue. Et ça, ce serait le truc le plus rebelle. C'est-à-dire que, je sais pas si ça sert à rien, mais en tout cas, qu'est-ce que ça me fait plaisir de se dire, c'est exactement le violet que je veux porter. Mon kiff, c'est de passer 4 heures à me démêler les cheveux. C'est un truc de lenteur, c'est un truc de choix, c'est un truc de stylisme parce que c'est utile, je sais pas si c'est utile, mais à l'ère de l'ultra-fonctionnalité et l'ultra-utilitarisme, de dire ça sert à rien mais j'adore, je pense que c'est aussi une rébellion que je pense vraiment bien, de se dire c'est pour personne, juste j'adore superposer 2 t-shirts l'un sur l'autre et de mettre 4 colliers avec et de mettre 76 boucles d'oreilles et de me faire des bouclettes une à une et après mettre des fossiles. Il y a un truc presque camp qui serait juste littéralement le plaisir d'apparaître pour soi. Il n'y a pas de rentabilité derrière, il n'y a pas de but de séduction derrière, il n'y a pas de mise en fonction de la chose. Tu te dis juste non, non, ça me fait kiffer de mettre une jupe sur le pantalon.
et je sais pas, des chaussettes à volant, why not? Tu sais, parfois, tu vois des gens qui aiment beaucoup, beaucoup le stylisme et tu vois que c'est juste un plaisir pour eux-mêmes. Ça n'a plus aucun intérêt d'avoir ajouté un énième nœud et tu vois qu'il y a des toutes petites blagues face soi-même et que tout est color coordinated et c'est pour soi. Ça, c'est une rébellion par rapport à une norme productiviste en fait. Complètement utilitariste et productiviste et rentabiliser absolument chaque geste. Et genre, non, non, ça sert à rien, ça me fait kiffer. En plus, c'est extrêmement protestant de dire opération zéro plaisir. Si ça sert à rien, il faut pas. Non, non, tu peux juste kiffer, tout va bien. La terre brûle de toute façon. Pour creuser les subversivités des identités femmes, j'aimerais vous parler du concept de la bimbo. C'est une qualification qu'on m'a déjà envoyée à la tronche comme une insulte, que j'ai eu l'occasion d'explorer en détail dans le numéro éponyme de la revue Gaze Magazine. J'y ai écrit une autofiction qui détaillait mes tenues ultra sexualisées à l'adolescence et les dynamiques patriarcales qui y étaient liées. En fait, c'était assez paradoxal. D'un côté, j'avais réalisé que ces tenues attiraient l'attention de mon crush, il s'agissait donc de me soumettre à un male gaze, et de l'autre, c'était une façon de me réaffirmer face au harcèlement que je subissais dans l'espace public, et affirmer au passage que, peu importe ma tenue, personne n'avait le droit de me harceler. Un troisième facteur qui expliquait ce look, en plus du fait que je l'adorais, était que j'ai brièvement souffert, comme beaucoup d'adolescentes, de troubles du comportement alimentaire. Matérialiser mon corps dans des vêtements que j'appréciais, en le découvrant, me permettait de l'aborder d'une façon plus bienveillante et positive et d'avoir moins envie de le faire disparaître. Évidemment, personne à l'époque, et certainement pas les adultes, n'a cherché à creuser les dynamiques complexes qui se cachaient derrière ce look. Aujourd'hui, la figure de la bimbo est partiellement réclamée par les communautés queer et féministes pour cette capacité subversive, car elle est tellement kitsch qu'elle va bien au-delà de ce que le male gaze traditionnel aimerait des féminités. Alice nous en dit plus. La bimbo poussée à l'extrême femme, ça réintroduit de l'étrangeté, de l'artifice qui fait pas semblant d'être pas de l'artifice, ça coupe complètement le naturel, ça rappelle que le féminin est une pose, et donc que le masculin aussi est une pose en fait. Je suis désolée, mais il y a quelque chose de très camp chez les mecs aussi. C'est tout à fait appris. Le soi naturel n'existe pas. On n'est que le masque qu'on a mis pour se protéger de fragilité, de choses qu'on n'arrivait pas à dire. De toute façon, tu n'es que ton... Qu'est-ce qu'on porte aujourd'hui? Tu n'es que les centaines de straps et de sequins et de tartans que tu as mis derrière ça. Je pense pas qu'il y ait grand chose que tu puisses retracer. Mais le soi avant masque, de toute façon, n'existe pas. Donc à partir de là, faut juste rigoler. Mais c'est vrai que la bimbo met le doigt sur l'artifice et dit ah non, c'est pour de faux. Tu aimes bien mes nouvelles pommettes? Tu vois mes cils, c'est pas des vrais. Et ça, à partir de là, dire la femme n'est pas naturelle, l'homme n'est pas naturel non plus, nos échanges ne sont pas naturels. Dénaturaliser la femme en disant ah, Life in Plastic, c'est super, je suis tout en plastique. C'est une partie pratiquement et de débordement et pratiquement cyborg où on joue avec les frontières et c'est vrai que t'introduis un malaise. Pour qui ça plaît pas aux mecs, j'imagine, parce que c'est beaucoup trop d'efforts, c'est pas exactement ce qui rentre dans, je pense, dans une chorégraphie hétéro en plus. Les masques se remettent justement, c'est là où ça devient drôle. Mais ouais, moi je trouve que c'est top. Et puis moi j'adorais les méchantes de Disney qui étaient fabuleuses, mais fabuleuses pour qui? Vu qu'a priori elles vivent seules et c'est des méchantes et elles ne vivent qu'avec leurs dalmatiens, mais pourquoi leur veste est si chic? L'intérieur du col n'a pas le même tissu que la doublure des manches, mais c'est tellement précis cette affaire, j'adore. Moi j'adore Angelina Jolie dans Le Ciel, qui est maléfique, qui a des cornes et je crois que le gloss est légèrement assorti à la teinte de la corne, c'est hyper bien. Elle est trop belle et elle a un contouring et une cape. Et elle vole, elle lance de la fumée verte. Et c'est Angelina Jolie. Et c'est trop drôle parce que c'est hyper joyeux. Et puis surtout l'idée de se dire que t'es pas obligé de masculiniser ni épurer complètement ta tenue pour être prise au sérieux. Par contre, on n'y est pas encore. Peut-être le hétéro basique va te dire mais du coup pourquoi faire? Du coup ça sert à quoi? Et t'es genre parce que je kiffe. Non, il y a aucune raison. C'est juste que je me croise et je me trouve charmante. Et ça te redrague avec soi-même. T'es genre, putain, je suis parfaite aujourd'hui. Et ça, ce self-love, il est assez radical. De se dire, m'accepter comme je suis, je sais pas. M'accepter avec des artifices qui, de toute façon, je couperai pas. Ce sont tous les paradoxes du féminin. Ou rejoindre des normes féministes et quand même rejoindre des normes. Je pense qu'il faut fabriquer sa propre tambouille. C'est qu'il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de bonnes féministes. Comme ça, il n'y a pas de mauvais hétéros. Je pense que de toute façon, c'est que des paradoxes de on va me voir dans une société capitaliste. Qu'est-ce que je fabrique avec ça? Un autre point actuel dont je veux parler est l'uniforme, imposé par l'ancien gouvernement. À titre personnel, je suis fermement opposée au concept d'uniforme, notamment dans un cadre français. Mais avant d'aborder le contexte de notre pays, je voulais l'avis d'Alice, qui a été scolarisée en Angleterre, où c'était très différent. Moi, vraiment, ça s'inscrit dans un contexte anglais où il y a une vieille histoire de l'uniforme qui est lui-même subversif parce que le kilt, c'est aussi des tartans royaux qu'on met aux élèves. Donc, il y a toute une histoire royale, matriarcale derrière qui est assez rigolote. Enfin, rigolo. Ce qui est drôle en Angleterre, c'est qu'en fait, on passe sur une base qui est neutre, c'est-à-dire que tout le monde choisit un uniforme et c'est le même uniforme et la modification est ce qui te définit. Donc c'est pas ce que tu as personnellement, les pièces que tu peux acquérir, du coup qui varient énormément selon le budget des parents,
C'est se dire tout le monde a un kilt, c'est la créativité que tu apportes à ce kilt qui définit ton identité et qui marque aussi ton appartenance culturelle. Donc je me souviens qu'il y avait des filles qui prenaient le kilt en très 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 long et c'était plutôt de culture gothique et il y avait un pantalon en dessous et les filles skateuses effectivement s'arrangeaient pour l'ouvrir un tout petit peu, il y avait un gros pantalon baggy en dessous. Moi, inutile de préciser que je le portais évidemment ras les fesses, j'avais un string en dessous et j'avais des collants déchirés et des Doc Martens que j'avais passé à la bombe parce que j'étais rebelle, que je faisais tenir avec des épingles à nourrice et c'était l'époque Avril Lavigne et j'avais découvert les Riot Girls aussi. Moi, ça m'amusait énormément. J'avais une chemise trop petite et il y avait un push-up qui était visible en dessous. J'avais les cheveux laqués en arrière avec 2 mèches aussi sur les yeux, un piercing au nombril, un piercing à la langue. J'avais 15 ans, j'avais du poppers dans la poche. Ouais, vive l'adolescence. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que tu racontes plein de choses sur toi à partir de, non pas le vêtement, mais son agencement. Et ça, c'est un twist qui est un peu rigolo. Les garçons aussi pouvaient choisir la taille. Du coup, effectivement, je me sens de garçon avec des toutes petites vestes étriquées et des pantalons très 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 baggy. Mais c'est la culture post-punk. Donc c'est qu'ils écoutaient sûrement Sub 41, System of a Down. Et c'était un clin d'œil culturel. Après, c'est l'Angleterre. Et on a une grosse partie sous-culturelle. L'école où j'étais encourageait le fait de faire de la musique. Les garçons faisaient des groupes de rock. Donc ça fait écho à la culture anglaise. En France, je sais pas ce que ça donne. Voilà pour la petite leçon de culture internationale. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur le contexte français et pourquoi ce n'est qu'une énième façon d'asseoir des violences systémiques. Tout d'abord, l'argument principal en sa faveur prend pour prétexte d'invisibiliser les discriminations de classe en habillant tout le monde pareil, ce qui est évidemment faux. Le capital social s'accumule aussi par nos références culturelles, notre gestuelle, notre façon de parler, nos bijoux. Ce n'est pas un vêtement qui va masquer ou réduire les inégalités croissantes en France. C'est une politique pour une juste répartition des richesses. Ensuite, ça intervient dans une fascisation globale de la France. Parmi les mécanismes de cette montée autoritaire, discipliner la jeunesse, notamment celle issue de l'immigration, est une clé. Je pense par exemple au traitement des jeunes femmes racisées, portant des abayas ou autres robes amples, dont nous avons parlé dans notre épisode 24, et du mépris envers les jeunes au style qualifié de racaille. Cette répression des jeunes passe par plein de mesures. Gabriel Attal avait notamment affirmé vouloir confiner les élèves dans les collèges tous les jours, de 8h à 18h. Mais ça passe également par le vêtement et son uniformisation. Car le style peut être une source de reconnaissance de groupe, d'expérimentation, de développement de sa confiance en soi, voire de son sens de la dignité. Bref, il peut contribuer à ce qui fait des citoyens indépendants, avec un esprit critique, une estime de soi, et donc, qui sont difficiles à écraser. Pour explorer la question du style en tant que vecteur de cohésion sociale, je vous invite à écouter notre épisode 15 qui creuse passionnément cette question. Pour Alice, l'uniforme est aussi une façon de responsabiliser les corps opprimés pour les violences qu'ils subissent quand ils s'habillent comme ils veulent. Effectivement, c'est en pleine fascisation de la France. C'est suite aussi, faut pas oublier qu'à un moment, il y avait une tentative d'instaurer un vestiaire républicain où les crop tops étaient interdits, comme pourquoi porter les filles responsables des agressions des garçons. Ça va pas du tout. Tu peux pas non plus agresser une fille en crop top. C'est ne change rien. C'est pas sa faute. Non, non, c'est vraiment l'idée de la bonne et la mauvaise victime, n'importe quoi. Ça veut dire pas de voile, ça veut dire pas de quoi, ça veut dire quelle nouvelle norme tu mets en place qui laisse quand même trahir une norme laïque et républicaine. J'ai du mal à imaginer que ce sera une inclusivité parfaite qui passe entre les mailles. Je pense que ça va être de nouvelles injonctions, de normes, de corps, de plein de trucs. Je pense pas que ça va être un espace neutre et safe du tout. C'est encore une fois faire peser la responsabilité sur le corps des victimes. Je vois pas ce qui est très enthousiasmant. Eh ben ma grande, si tu t'étais habillée comme il faut, t'aurais pas eu d'embrouille. Et c'est toujours comment on fabrique des filles à problème, des mauvaises filles, des mauvaises graines, des petites phrases. Moi je me demande comment on sexualise ou on criminalise ou on répertorie des corps par leurs vêtements. C'est toujours comment on construit l'agresseur comme l'agressé de la victime. Et ça c'est des méthodes de gaslight, c'est des méthodes d'agresseurs, c'est des méthodes qu'on les flique sur les mecs qu'ils agressent. C'est pas ma faute. J'ai bien vu qu'il était criminel, il avait porté ça. C'est pas ma faute. Elle me montrait bien qu'elle était disponible, elle en avait envie. Et ça va pas du tout. C'est comment on construit des corps vulnérables, dont les agresseurs sont excusés de prime abord à cause de leur tenue. Tu connais une époque où les ados n'ont pas cherché à se rebeller, et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus dangereux. Une époque comme de rébellion, je pense que c'est comme un jeune qui veut pas de crise d'ado, qu'est-ce qui se passe? C'est très bien, c'est pas mal. Peins-toi les cheveux en vert. Fais-toi un piercing, c'est vraiment pas le bout du monde. Mais qu'est-ce que tu fais peser sur l'ado en rébellion qu'il est en train d'exprimer sur toute la société en réalité? Pour moi, c'est juste le symptôme d'une société qui va mal. Et dire la faute aux jeunes, alors le jeune est censé être enthousiasmé par la proposition que tu lui fais. Je pense qu'il ne l'est pas. S'il est furax, que tu vois des manifs absolument tous les jours, toutes les semaines, des soulèvements autour de causes, est-ce que c'est potentiellement un message qu'il a à te faire passer plutôt que le jeune à recaler? Non, je pense qu'il y a une non-communication et il y a un dialogue qui n'est pas du tout établi. Des soulèvements mondiaux tout le temps, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose à dire.
C'est littéralement une cocotte minute qui est en train de lâcher un peu de lest. Tout le monde est terrifié, la planète brûle, plus rien ne fait rêver, bosser ne fait plus rêver, rester sobre, bien habillé, c'est quoi? C'est encore une fois, au mieux, on te vend une logique plus productiviste de toi, donc que tu vas rentrer dans l'ordre pour bien faire tes 35 heures et quoi, faire une start-up? Enfin, ça va pas du tout. J'ajoute au passage que les uniformes produits pour l'occasion, qui étaient censés être Made in Europe, ont parfois été produits au Bangladesh et au Pakistan, comme ce livret à Puto. Bref, comme Alice le dit très bien, si la colère des ados monte, c'est parce que l'avenir qu'on leur propose n'en est pas un. Une autre forme de rébellion qui peut passer par nos vêtements et à laquelle je n'avais même pas pensé alors que j'en parle constamment dans le podcast est le fait de s'opposer à leur production et à leur consommation effrénée en réparant et en cherchant des modes de consommation alternatifs. Mais moi, je pense que c'est surtout l'envers du décor, c'est comment tu consommes. Plus que ça. Est-ce que tu répares? Est-ce que tu vas aux puces? Est-ce que tu tentes d'acheter un peu différemment? C'est vraiment le hors-champ qui m'intéresse. À l'intérieur de l'image, tu fabriques ce que tu veux, je pense, hein. Et je pense que le plus grand ennemi qu'on peut tous combattre vraiment, c'est l'accélération de la consommation et la non-circularité d'absolument tous nos gestes. Et à partir de là, on se dit, tiens, il y a quelque chose de cassé, comment on le répare? Il y a quelque chose d'abîmé, comment on le renforce? Comment on garde les choses? Comment on choisit les pièces? L'expérience de vieille maintenant, c'est de se dire si ça va à ton corps, que la pièce te va, que tu l'as bien choisie, fais-la durer. Peut-être que c'est un ami que tu vas mettre au placard et ressortir, mais qui est une longévité même dans nos achats, plutôt que de se dire plus assumer quelque chose, un choix qu'on a fait avant et tout passe à la poubelle et on sait pas trop où vont ces poubelles. C'est pas contre les objets, mais que les objets redeviennent magiques et précieux. Face à tous ces éléments, comment voit-on les choses évoluer? Pour Christine, c'est intéressant, l'avenir réside également dans la réparation et des consommations alternatives qu'évoquait Alice. Et bien sûr, dans l'essor de la non-binarité. Sur l'avenir, je pense que les questions de genre pour le vêtement continueront à être, centrales, hein, parce que le vêtement exprime notre identité de genre, notre orientation sexuelle éventuellement, donc ça perdurera. Il faudra peut-être résister à des tentatives d'imposition d'un vêtement binaire, plus conventionnel. Tout dépendra de ce qu'on vivra politiquement, mais rien n'est à exclure. On a déjà vu, par exemple, des journées de la jupe, par exemple, la journée de la jupe peut aussi bien être un message militant antisexiste, avec des garçons qui se mettent en jupe et des filles qui normalement se mettent en pantalon, qui viennent en jupe, en disant: «Mais on peut être en jupe sans se faire traiter de pute». Donc ça peut être ça et ça peut être aussi une volonté de revenir à des normes de genre, plus strictes. Bon, je referme cette parenthèse. Je pense qu'à l'avenir, la question écologique, autour du vêtement, elle sera centrale. Le système économique autour de la production massive de vêtements ne pourra pas, durer très longtemps encore, comme ça. En tout cas, je l'espère. On arrivera peut-être à créer une autre économie du vêtement avec, plus de recyclage, moins d'ostentation, j'espère pas moins de créativité. Au contraire, la créativité, elle sera peut-être, plus locale ou personnelle. Mais pour accepter ça, il faut aussi sortir d'une certaine rigidité de la mode et avoir, des goûts beaucoup plus ouverts, beaucoup plus éclectiques. Sortir en fait d'une perception bourgeoise du vêtement et sans adopter pour autant ce que des régimes communistes ont pu mettre en place, dans le passé, une uniformité sans liberté qui est triste et qui tue toute liberté, toute créativité et toute expression du soi. Donc on a encore à inventer ce type d'organisation, mais c'est comme l'écologie, c'est par aussi des petits gestes, quotidiens et individuels que ça peut passer, mais bien sûr, ça n'est pas suffisant. Je suis frappée par ça, chez les jeunes, je trouve qu'il y a quand même une diversité des looks et une individualisation aussi des manières de s'habiller qui est peut-être beaucoup plus grande que dans le passé où on retrouvait des communautés façonnées par le vêtement, des rockers, ceux qui aiment le métal, et cetera. Mais là, c'est peut-être encore plus individualisé, de se dire: «Mais qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il y ait une couture apparente ou une réparation apparente, du vêtement? Pourquoi ça devrait être, parfait, comme neuf?» Donc là, il y a, oui, tout un système de valeurs à changer pour valoriser ce qui est vertueux dans le recyclage, l'économie et le bien que ça peut faire à la planète. Ça soulève plein de questions évidemment, écologie et vêtements. Donc je pense que ça, c'est central et ça peut se conjuguer avec, une plus grande souplesse, sur, la codification du genre. On peut même aller vers une décodification totale, du genre vestimentaire, pourquoi pas? Ça pourrait être, une tendance à mes yeux, libératrice
On commande pas non plus, ces imaginaires, derrière, il y a des imaginaires sexuels, il y a des imaginaires genrés, il y a beaucoup de fantasmes. Il faut en inventer d'autres, déjà. Et puis ça se commande pas. C'est un processus infiniment complexe, pluriel, c'est vraiment des grandes forces qui nous dépassent. On choisit pas non plus complètement. Bah oui, on est déterminé, hein, donc espérons que du côté des jeunes, il y aura la liberté, l'inventivité, la conscience politique, la conscience sociale qui permettrait d'inventer, un autre monde, en tout cas un autre monde, donc un autre type de vêtements, d'autres manières de s'habiller, de produire du vêtement, de s'approprier aussi des savoir-faire. C'est important et que toute personne puisse le faire indépendamment du genre. Pour moi, l'une des grandes questions de l'avenir du vêtement, au-delà des pistes super que nous avons échangées, est la récupération de sa capacité de rébellion. Je m'explique. On constate quotidiennement, dans la mode et ailleurs, des exemples de social washing, de féminisme washing ou de greenwashing. Alice médite sur le sujet et explore ce qu'elle envisage pour l'avenir. Non, bah, c'est hyper intéressant. Alors, je travaille aussi là-dessus en ce moment. Mais c'est vrai que tu vas sur Shein ou sur Amazon et tu as des tags qui s'appellent woke. Et en fait, c'est des vêtements pour faire woke. Et du coup, c'est des t-shirts qui, a priori, c'est pas dégueulasse. Tu vois, c'est des t-shirts marqués Fight the Patriarchy, Stay Woke. Il y a même du fond de teint. La marque, c'est woke. Ouais. Female gaze. T'as du faux merch militant. Et là, la question qui est intéressante, c'est que je pense qu'on dépasse les questions d'appropriation culturelle pure, parce que là où ça te brise un peu le cœur, c'est que c'est clairement un bébé militant, un bébé queer, qui a voulu une famille d'adoption qu'il n'avait pas, il a voulu un accès ou une participation à des luttes desquelles il est loin, du coup il allait sur Chine. Parce que c'est des t-shirts LGBT. C'est tellement injuste. Du coup, le bébé queer, il est piégé dans une envie d'avoir, avec un petit budget, acheté. Et à partir de là, je pense que c'est plus tellement la question de l'appropriation culturelle, mais de se dire d'où ça vient, qui l'a fait, comment c'est fait. Parce que c'est vrai qu'un t-shirt féministe fabriqué par des enfants ouïghours, c'est pratiquement un gag de l'époque. On avait déjà ça avec les t-shirts Che Guevara chez H&M, honnêtement. Je pense qu'on devrait arrêter de se dire que la lutte n'est qu'une accumulation de symboles visuels, que ça peut se passer hors champ, hors de l'outil, hors de la plateforme qui elle-même est détenue par des mecs qui promeuvent probablement le contraire exact de ce que tu dis en photo, et de se dire, est-ce qu'on peut pas reprendre un plaisir pratiquement camp à se saper, revenir dans un glam rock hyper bien où on met des plateformes et des paillettes tous les jours et après se resolidariser à refaire du DIY, repenser aux pratiques solidaires. Pas jeter tout le monde sous le bus. Moi, je suis pas forcément anti-commerce si c'est une boutique tenue par des gens concernés avec une traçabilité à peu près suivie, toute une main-d'œuvre derrière qui est CDisée, respectée. C'est pas le commerce, plutôt que c'est vraiment la question de la fast fashion, de la délocalisation à l'extrême. C'est la sous-traitance de la sous-traitance. Et c'est plutôt ça. Donc tout mettre dans la même case, je sais pas, les boutiques vont continuer à exister, mais lesquelles? Et à côté de ça, ouais, refaire des logiques de réparation, de bricolage, de faire ses propres t-shirts, de faire son propre merch. Parce que sinon, c'est vraiment du faux merch militant fabriqué par des petits enfants. Et là, c'est un peu le bout du monde. Et moi, je me dis, reprendre plaisir à la sape, se sursaper et l'avoir fait soi-même, et l'avoir réparé soi-même. Est-ce que c'est travailler avec des tailleurs et des commerces locaux où on travaille pour faire réparer les fringues? Est-ce que c'est refaire des patrons de fringues et les faire fabriquer localement? Est-ce que c'est acheter son propre tissu? Mais je pense des logiques de l'ultra local pour contrer une rythmique folle et jouer avec le stylisme plutôt qu'acheter des total looks pseudo-militants. Il y a un sweat Karl Marx sur Amazon, et il y a une description, et c'est genre amusez vos amis avec cet accessoire anticapitaliste, subversif et décalé. Voilà, tout commence autour de ça. C'est pratiquement comique. Et de se dire, j'ai l'air d'une princesse, mais en fait, j'ai toute une action derrière, quoi. Et après, on coupe pas la réalité matérielle des Russes. C'est-à-dire que moi, j'aimerais pouvoir m'habiller comme je veux. Ça veut pas dire que c'est safe. Qui a peur en rentrant le soir? Comment on fait des lieux safe, des espaces safe pour pouvoir jouer? On n'est pas tous égaux face à ça. Mais ouais, absolument pas se shamer de porter ou l'un ou l'autre, ou le contraire, ou tout ce qu'on veut. Et ouais, recycler. Mes invités ont été enregistrés fin mai, mais j'ai updaté cette voix off pour répondre aux résultats de l'élection de dimanche. Si nous avons assisté à un exploit collectif grâce à l'union de la gauche, il n'est pas temps de nous relâcher. Continuons à nous mobiliser dans toute notre passion et notre créativité contre l'autoritarisme, contre les violences systémiques, contre le fascisme. Et bien sûr, ça dépendra de chacun et chacune, mais sachez qu'ici, ça se passera jusque dans nos outfits. Dans tous les cas, prenez soin de vous et la lutte continue. Merci infiniment à Christine et Alice d'avoir partagé leurs engagements et leurs expertises avec nous. Pour encourager une mode qui ne se laisse pas faire par le système, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez commander les livres de Christine sur Internet et surtout dans les librairies indépendantes pour découvrir ses travaux passionnants. Suivez également Alice sur Instagram à Alice
Pfeiffer et commandez ses livres Le goût du moche et Je ne suis pas parisienne. Merci également à Télio Gerfiv pour la production du générique et à Isabelle Field pour le nettoyage des enregistrements. Vous avez aimé l'épisode ? C'est le 28e au format de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez nous suivre sur coutureapparente.podcast sur Instagram et vous abonner à notre newsletter pour recevoir directement les nouveaux épisodes. Car il me semble que plus que jamais, nous avons besoin de médias engagés et indépendants. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 6 août pour le prochain épisode de Couture Apparente.